qui résonne encore. 40% en France des bâtiments utilisent justement aujourd'hui la GTB. Donc il y a un très grand marché, des réglementations plus que de cadeaux à Noël. Beaucoup de choses qui sont à faire et qui donc nécessitent de prioriser. Et quand on est face à des révolutions technologiques comme les réseaux LPWAN, dont LoRaWAN fait partie, il y a beaucoup de questions. Donc ce genre de formation, présentation, comme IoTD le fait depuis de nombreuses années, est extrêmement nécessaire. Donc c'est un temps précieux pour échanger, mais aussi pour partager des informations. Je travaille chez Semtech depuis 2016. Je suis directeur marketing pour LoRa et j'occupe aussi dans l'alliance LoRa le rôle de chair pour la partie Smart Water Energies. Donc des applications de metering, des applications de smart grid, des applications de gestion de centrales de production ou de gestion des eaux sont des sujets récurrents. C'est au niveau global que l'Alliance permet l'interaction entre différents membres. Donc, dans cette présentation aujourd'hui, on va parler à la fois de l'Alliance LoRa, de la technologie et des use cases pour la GTB. C'est un des verticaux qui sont les plus nombreux en termes de propositions de valeur et d'exemples. Donc dans cet agenda, c'est insister sur l'écosystème, sur les fondations qui ont permis la création de cette alliance en 2015. Donc aujourd'hui, on peut dire que 10 ans après, l'alliance se porte extrêmement bien. C'est d'ailleurs pour l'histoire une des progressions en termes de nombre de membres et d'objets connectés les plus signifiantes. Sur la technologie et le smart building, on verra différents use cases, à la fois en France et ailleurs. Donc, cette association qui a été créée en 2015 et non pas en 2025, c'est une erreur simple à corriger, mais se rappeler voilà, qu'elle a 10 ans, et qu'en 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un protocole qui est maintenant un standard reconnu par l'ITU, donc l'Union des télécommunications internationales, c'est pas rien, et qui est partagé par tous les membres qui utilisent à la fois dans les gateways, dans les network servers ou dans les objets connectés. Ça veut dire qu'avec ce protocole ouvert, un objet qui fonctionne sur un réseau pourrait fonctionner sur un autre, et n'importe quel réseau peut s'appuyer sur différentes gateways. Tout cela est interopérable. C'est interopérable parce que l'Alliance est la seule qui permette aujourd'hui de certifier les objets par rapport à la stack de communication, donc ce qu'on appelle LoRaWAN. Et avec cette certification, les opérateurs comme les intégrateurs peuvent avoir confiance dans la fiabilité de l'objet pour se connecter au réseau, transmettre les données, recevoir des commandes. Donc la standardisation est une chose qui a été fondamentale dans ce parcours sur 10 ans, mais aussi donc le programme de certification dont je viens de parler, qui va s'étendre avec des possibilités de self-test, donc plus de facilité pour les fabricants de passer eux-mêmes la certification qui reste toujours aussi rigoureuse que si elle passait dans un test lab, mais une plus grande souplesse. Et puis, il y a aussi des activités marketing qui visent justement à communiquer comme aujourd'hui, mais à soutenir aussi des événements, que ce soit dans différentes régions du monde ou pour différents verticaux. Donc l'Alliance avec les réseaux sociaux, avec les webinars, avec les productions de documentation, beaucoup, on va dire, de voies de communication qui permettent à vos solutions d'être connues et d'être référencées.
Mais il y a aussi le travail avec les associations qui normalisent des standards. Pour exemple, dans la logistique avec des CSA ou dans le metering avec des LMS, avec OMS. Alors pourquoi la standardisation, encore une fois, vient en ligne de compte? Pour une raison fondamentale, les clients finaux, en fait, ils n'ont pas à cœur de choisir une connectivité par rapport à une autre. Ils vont laisser ce choix aux fournisseurs de solutions, aux fournisseurs de la donnée. Mais pour faciliter l'intégration des données dans un back-end ou dans un cloud, bien souvent, l'utilisateur final va être attentif à ce point-là. Pour, par exemple, ne pas avoir à recommencer chaque fois qu'il doit intégrer la donnée de température ou bien la donnée d'un compteur, que cette tâche soit réplicable, soit facilement industrielle. Donc, si un protocole de communication permet de véhiculer et d'échanger des données, il faut qu'au niveau au-dessus, au niveau applicatif, cela soit standardisable, normalisable. On va inventer des nouveaux mots, mais en simple, l'utilisateur final, ce qu'il attend, c'est des solutions faciles à déployer et faciles à intégrer. Donc c'est l'effort de l'Alliance aussi de travailler sur le niveau applicatif avec ceux qui créent les standards applicatifs pour que les données arrivent dans des formats, dans des méthodes facilement exploitables. L'Alliance aujourd'hui est composée de 400 et plus membres. Donc sur la partie gauche, vous allez voir les sponsors qui font partie du board de direction. Dans ces acteurs, on va trouver des entreprises en France comme Carlink, mais aussi Actility, Birds, qui est la filiale IoT de Veolia. On va trouver aussi Netmore, qui est un opérateur sur plusieurs pays et qui est présent en France. Et puis d'autres acteurs qui vont illustrer la chaîne de la valeur. Je m'arrête là-dessus parce que c'est un point qui va revenir. Ça commence avec la partie semi-conducteur, donc Semtech, ST Microelectronics. Nous sommes membres ensemble, nous sommes membres du board de l'Alliance parce que la technologie LoRa peut être ainsi multisource et partagée. Et puis, il y a les fabricants d'équipements réseau, Multitech, BroOne, Carlink, des opérateurs, Netmore, que j'ai cité, Verizon aux États-Unis, et puis MachineQ aussi aux États-Unis, mais aussi des opérateurs satellites, EchoStar Mobile. Donc LoRaWAN n'est pas seulement la connectivité terrestre, mais aussi par satellite. Et puis enfin, pour continuer sur la chaîne de la valeur, il y a des acteurs qui sont dans la partie gestion de données, cloud, comme AWS, ou encore des acteurs comme aussi Helium Foundation, qui proposent des systèmes originaux de réseau. Le reste des membres est significatif par leur nombre, mais aussi par leur diversité. Fabricants de devices, essentiellement, intégrateurs, encore une fois aussi des équipementiers, des opérateurs. Par exemple, dans le domaine, on va dire, de la gestion de bâtiments, on va retrouver des gens comme Wika en Allemagne. On va trouver aussi, bien sûr, Thermocon, qu'on a vu ce matin, et puis bien d'autres que je pourrais citer pour, par exemple, la gestion des fuites d'eau, Kairos, et les fabricants de compteurs. Des points significatifs, sur les 15 premiers fabricants mondiaux de compteurs, 11 utilisent déjà la technologie LoRa. Donc ça montre qu'en 10 ans, le degré d'adoption a bien augmenté. Donc l'Alliance permet à cet écosystème d'être actif à la fois en digital ou en réel dans des conférences, dans des événements. Donc ce sont des lieux d'échange, mais aussi de travaux collaboratifs. Par exemple, pour la production de spécifications ou d'évolution du standard LoRaWAN. Une chose qui a été réalisée, c'est la création de la spécification du relais. Donc le relais, on en parlera tout à l'heure, mais ça peut être utile dans un bâtiment. Quand vous avez installé une gateway,
qui va être peut-être au 2e ou 3e étage et éventuellement une autre en toit sur la couverture. Vous aurez une couverture et puis à d'autres endroits, vous aurez besoin peut-être de deep indoor où vous aurez peut-être besoin de connecter un ou quelques compteurs ou quelques objets en limite de réseau. Et cela peut être fait facilement avec un relais qui n'a pas besoin d'énergie et qui n'a pas besoin d'accès Internet, donc qui est complètement autonome. C'est une extension de couverture. Ça, c'est une spécification qui est un ajout et qui a permis aussi de résoudre les cas, par exemple, les plus difficiles pour la connectivité. D'autres choses qui vont continuer à devenir, c'est par exemple la possibilité de sortir les moyens de cryptographie du composant radio, en s'appuyant sur des composants qu'on appelle trusted elements, où la partie physique va encadrer la partie software de la cryptographie. Cette agilité cryptographique va permettre de passer d'algorithmes de chiffrement aujourd'hui qui sont 128 bits AES à des algorithmes supérieurs, electrical curve ou autres. Et ça va répondre aux enjeux de sécurisation qui, bien sûr, seront de plus en plus importants avec l'arrivée du quantique, avec l'arrivée des nouvelles méthodes. Donc c'est un monde en évolution, c'est un monde qui a déjà fait ses preuves dans 6 verticaux importants. Donc tout ce qui concerne les utilities, la partie smart building, la partie logistique, supply chain, les smart cities, l'agriculture et l'IoT industriel. La chaîne de la valeur permet, je pense que ça c'est un point capital, elle permet justement une flexibilité dans les modèles de déploiement. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des réseaux LoRaWAN qui vont être aussi simples qu'une gateway et quelques capteurs, ou bien plusieurs gateways et une flotte de capteurs qui sera éparse et qui aura l'avantage, et ça c'est toujours la chose la plus importante, aucun capteur n'est configuré pour se connecter à une seule gateway. Le capteur envoie une trame LoRa, elle est captée par une ou plusieurs gateways et elle est remontée au network server. Un seul, bien sûr, un seul message sera transmis au niveau applicatif, il n'y aura pas de doublon, mais cette capacité au message LoRaWAN d'être réceptionné par plusieurs gateways permet d'avoir un réseau avec une antenne virtuelle qui va donc être redondante, puisque chaque capteur pourra être réceptionné par une ou plusieurs gateways. Ça, cette redondance, c'est un point différenciateur fondamental par rapport aux technologies wireless and bus, MIoT, ou les configurations avec des concentrateurs qui rendent les choses plus onéreuses, plus difficiles à maintenir et parfois moins fiables, puisque la redondance n'est pas forcément garantie. Sur la partie network server, vous avez aussi une multiplicité d'acteurs. En France, vous avez Actility, vous avez Rekea, vous avez Netmore, vous avez We6 Labs. Donc vous avez des acteurs de différentes tailles, adaptés à différents use cases. Vous avez la possibilité, avec ces network servers, d'avoir des devices qui vont communiquer ce qu'on appelle en classe A, c'est-à-dire ils vont communiquer en consommant le moins possible d'énergie. Donc ils transmettent à un ou plusieurs moments dans la journée des informations. Le reste du temps, ils sont en mode silence, ils ne consomment rien. Et ce mode-là est utilisé par exemple pour les compteurs d'eau, pour les compteurs gaz. Il permet donc une très grande autonomie, une très grande durée de vie, consommant très peu. Ils ont toujours, après chaque transmission, 2 fenêtres de réception de messages pour le cas où le serveur souhaiterait commander une autre information ou pour tout simplement un contrôle de statut. Et ce mode de communication asynchrone avec émission et réception sur 2 fenêtres successives permet aujourd'hui des déploiements massifs en termes de millions d'unités. Je vais en citer quelques-uns. Les 2 autres modes de communication sont, on va dire,
la classe B avec un mode beaconing, où à intervalles réguliers, l'objet va se resynchroniser par rapport au réseau, réceptionner éventuellement des informations ou en transmettre. Et puis la classe C, qui va être tout à fait adaptée, par exemple, pour du pilotage en quasi-temps réel, par exemple les éclairages publics. Vous avez des entreprises comme Fonroche, comme BH Technologies en France, etc., qui, City Light aussi, qui utilisent la classe C pour piloter des réseaux d'éclairage. Donc, sur la force de l'écosystème, j'ai parlé à la fois de la sécurité, des problèmes de certification. Je vais insister sur une chose importante, c'est la possibilité de roaming entre différents réseaux. C'est-à-dire, vous pouvez tout à fait partir d'un réseau public, associer à ce réseau public des réseaux privés qui vont être par exemple sur l'échelle d'un campus ou d'une ville et faire du roaming avec le réseau public. Dans ce mode de fonctionnement, vous allez pouvoir déployer vos objets et ils se connecteront à l'un ou l'autre ou vice-versa si ils sont en cas de mobilité. C'est un avantage pour des entreprises qui veulent avoir le contrôle de leur opération sur un campus, mais en revanche, dans un souci de flexibilité par rapport à d'autres sites ou par rapport à des chaînes logistiques, vont bénéficier du réseau public. Ça peut se faire aussi avec des réseaux satellitaires. Donc on peut avoir des couvertures très importantes. EcoStar, par exemple, aujourd'hui propose couverture sur l'Europe entière. Et dans un temps bref, ce sera aussi sur les États-Unis. Vous avez aussi d'autres acteurs satellites comme Lacuna Space qui propose, ou Kineis en France aussi, qui propose ces services de connectivité. Donc l'évolution permettra, avec le roaming, d'avoir de plus en plus de connectivité everywhere, comme on dit. Je vais avancer un peu sur des exemples. Donc dans le Smart Building, le nombre de use cases, et il en arrive toujours de nouveaux, est assez édifiant parce que les gammes de capteurs maintenant, loin de se ressembler, elles proposent des fonctionnalités multiples. On a souvent des capteurs maintenant de qualité d'air qui vont aussi remonter la température, voir s'il y a présence, occupation. Donc on trouve des capteurs combinés, on trouve des capteurs spécifiques, comme par exemple la gestion des nuisibles, rats, souris, etc., dans certains lieux ou entrepôts nécessaires pour la gestion de nourriture ou de biens importants. On trouve des capteurs, par exemple, comme le gas leak detection, qui sont utilisés dans les installations de cantines ou de restaurants pour détecter des niveaux plus élevés de CO2 ou de monoxyde de carbone. Tous ces exemples montrent que LoRaWAN apporte dans de nombreux use cases une solution facile à déployer. Facile à déployer, mais en même temps sécurisée, parce que beaucoup de systèmes utilisent par exemple de la dual connectivité. Ils vont avoir des caméras de surveillance qui vont être connectées sur un réseau cellulaire et un réseau LoRaWAN en double pour permettre la configuration, éventuellement le monitoring de la caméra. Donc souvent, on trouve des combinaisons aussi sur certains sujets. Dans la ville, LoRaWAN, on pourrait imaginer qu'il y a des frontières, mais souvent ce sont des fabricants qui agissent sur les différents verticaux, parce qu'on va retrouver aussi pour, par exemple, la gestion des espaces publics, le besoin de capteurs de présence, la mesure aussi de consommation d'eau pour l'irrigation des jardins publics. Donc on trouve des fois des similitudes, les mêmes capteurs pouvant être réutilisés en différents lieux. Donc la Smart City, vous savez, c'est un peu finalement
le parc a plusieurs applications. Il n'y a pas une seule application Smart City, c'est toujours une combinaison. On le voit en France avec les territoires connectés qui déploient des réseaux LoRaWAN et qui vont, dans les premiers use cases, parler de smart metering, de smart building, de smart city. Et donc, ils vont adresser ces différents besoins parce que le même réseau va pouvoir supporter la combinaison de ces use cases. Donc, avec on va dire cette vision, on peut parler justement de multiplicité des use cases. LoRaWAN, à quoi LoRaWAN ne sert pas? Si je prends justement l'opposé, LoRaWAN ne va pas servir pour des choses à temps réel, à moins d'une seconde, pour des latences donc très 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 courtes, qui vont être absolument nécessaires. On voit ici que la technologie radio, si elle est fiable, elle a aussi, en termes de volume de données comme de latence, certaines limites. Donc LoRaWAN est adapté au use case où la télétransmission d'informations et la réception de commandes convient avec des latences à une seconde ou plus et des volumes de données qui vont être de l'ordre de centaines de bytes par jour, voire 2-3 kilobytes dans certains cas. Je vous laisserai le soin de revoir les différents exemples. Je vais m'arrêter sur certains d'entre eux. Dans l'energy management, en France, Virtuose, l'offre de Engie, qui aujourd'hui est déployée sur plus de 400 000 bâtiments, permet d'économiser 250 000 tonnes de CO2 par an. Et en moyenne, ils obtiennent jusqu'à 25% d'économie d'énergie sur les bâtiments. Ça va être la SNCF, ça va être des écoles, ça va être des hôpitaux. Donc des bâtiments de différents ordres. Il y a aussi d'autres exemples avec Pricewaterhouse, Capgemini, qui utilisent LoRaWAN pour leurs propres bâtiments. Et puis Schneider Electric, dont on a parlé aussi de premiers déploiements avec des solutions pour les panels display, donc gestion des tableaux électriques. Siemens utilise aussi parmi les grands acteurs, Johnson Control, Redexo, j'en cite un autre sur la gestion justement de sécurité. Honeywell a par exemple des solutions aussi de détection de fuite d'eau, de gestion de thermostat. Donc, ce que ces exemples prouvent, c'est une multitude d'acteurs de différents ordres. Certains sont des fabricants, d'autres sont des intégrateurs, d'autres encore sont des startups et permettent de créer des solutions. Un exemple, par exemple, The Thing Networks, c'est une entreprise qui est née à peu près en parallèle de l'Alliance LoRa, donc en 2014 ou 2015, et qui a commencé par travailler sur un plan communautaire en proposant un service de network server gratuit pour entreprises ou individus avec une limite. À partir d'un certain nombre de capteurs connectés, une offre est proposée. Et The Thing Network aujourd'hui supporte par exemple des réseaux comme Connexin en Angleterre qui vont connecter des buildings, plusieurs projets aussi pour des smart water utilities en Angleterre comme Yorkshire Water. Et donc en fait une même entreprise qui est née sur un modèle communautaire adresse aujourd'hui des opérateurs stables et qui sont engagés sur 15-20 ans de durée de vie des solutions et propose des solutions packagées pour la gestion de smart building, par exemple. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait cet écosystème, il est ouvert et quelque part, vous pouvez tout à fait vous former à LoRaWAN à travers The Thing Networks, à travers Actility, à travers différents acteurs. J'ai entendu ce matin la formation de Thermocon proposée pour justement apprendre sur LoRaWAN comme sur la GTB. Ça, c'est un exemple qu'on retrouve dans de nombreux pays.
Et c'est l'un des avantages de la technologie ouverte. Vous pouvez trouver plusieurs acteurs qui vont vous proposer des formations ad hoc ou bien des formations génériques. Voici encore d'autres exemples sur la safety, avec par exemple TechTelec, qui est à l'origine un fabricant de gateway, mais qui aussi propose des solutions clés en main pour la gestion d'accès et de sécurisation dans des offices, dans des bureaux commerciaux. Facility Management, CBRE, c'est un gros, on va dire un real estate company. Et aux Philippines et dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, je sais qu'ils déploient des solutions complètes pour la gestion à la fois de l'immeuble, des accès, de l'occupation, de la qualité d'air, etc. Par exemple, CBRE aux Philippines supporte ces solutions pour les compagnies d'électricité et pour leurs propres bâtiments. Water management, alors c'est un sujet qui concerne bien les utilities. Donc on trouve ici la gestion des déchets, la gestion des stormwater, donc les eaux de ruissellement, et la gestion aussi des problématiques d'optimisation de l'occupation. Parking management est aussi quelque chose qui est utilisé dans la gestion de flotte. Donc attenant au building, il n'y a pas que l'aspect building, il y a aussi par exemple la gestion du parking de l'entreprise, du parking des visiteurs, pour lesquels en fait les solutions LoRaWAN sont aussi utilisées. Voilà, on va avancer un petit peu. Asset tracking, donc de nombreux exemples. Tous ces exemples sont sur le site de l'Alliance LoRa. En France, un zoom sur de nombreux déploiements pour des compteurs d'eau qui ont été faits en LoRa ou LoRaWAN. Les déploiements qui ont été faits en LoRa ont commencé très tôt en 2012, avant que LoRaWAN n'existe. C'est à partir de 2015, LoRaWAN. Et donc aujourd'hui, la majorité des déploiements réalisés sont en LoRaWAN. Ils utilisent souvent le support, vous savez, des territoires connectés qui passent des appels d'offres, qui montent une infrastructure et qui après proposent le service de connectivité à la régie des eaux. Certaines régies ont commencé après la GTB, c'est-à-dire que ces infrastructures, parfois, comme à Rennes, c'est le cas, ont servi à monitorer des bâtiments publics. Pour aussi élargir un petit peu et passer un peu sur l'innovation, on a parlé beaucoup d'exemples d'optimisation de l'énergie d'un bâtiment, mais vous pouvez penser aussi à LoRaWAN pour la gestion des blocs secours, comme HBI. Vous pouvez aussi avoir LoRaWAN pour, et c'est le cas en Inde, où j'ai vu qu'en fait, il y a plus d'1,8 million de bâtiments avec des panneaux solaires installés souvent en façade ou sur le toit, et ces panneaux solaires sont monitorés, pilotés avec du LoRaWAN. Donc on peut trouver encore d'autres use cases, et ceux-ci sont supportés avec des solutions grâce à PVH ou TechTelec. Voilà, donc ça c'est un moyen un petit peu d'élargir la perspective. Sur cet acteur, membre de l'Alliance et membre du board, Zener. Zener, c'est un groupe qui a commencé avec l'utilisation de LoRaWAN pour les compteurs d'eau et qui, à partir de là, s'est dit mais je peux aussi piloter en Allemagne, beaucoup de bâtiments, beaucoup de syndicats de copropriété mutualisent la gestion des frais de chauffage, de l'eau, de l'électricité. Et donc, on fait beaucoup de submetering en Allemagne. Donc, Zener, avec leurs filiales Brunata et Minol, propose des solutions complètement opérées qui permettent de répartir les frais de chauffage, l'eau, l'électricité entre les différents occupants. Et ils ont aujourd'hui installé plus de 9 millions d'objets connectés en LoRaWAN. Certains sont des compteurs qu'ils fabriquent et d'autres sont des objets qu'ils vont sourcer dans l'écosystème.
Donc Zener, ça figure en Europe comme le plus gros, on va dire, acteur en termes de nombre d'objets connectés. Je n'ai pas cité ce chiffre, mais pour Semtech, c'est 400 millions et plus de puces LoRa qui ont été produites depuis 2012 et distribuées dans le monde. Sur ces 400 millions, un bon tiers, c'est du metering. Pour conclure, LoRaWAN a plusieurs avantages, plusieurs modalités de déploiement. J'ai essayé de vous expliquer et je pourrais continuer encore pendant longtemps sur ce sujet. Donc, c'est des Personal Area Networks, ou locales ou nationaux. Ça peut être aussi combiné avec des réseaux satellites ou cellulaires. On voit certains déploiements qui sont mixtes. J'ai parlé des caméras, mais il y a aussi des compteurs qui utilisent NB-IoT et LoRa. Et puis, sur les points essentiels, c'est que c'est une association qui est ouverte et qui permet de faire évoluer les spécifications et les standards, pourvu en fait, que derrière, cela serve au plus grand nombre. Mais en fait, chaque association a ses particularités, mais je dirais que LoRaWAN est en train d'évoluer d'une association technologique à une association plus applicative qui se soucie de plus en plus de la facilité d'intégration des différents objets connectés. D'où, je dirais, un message clair. Ne voyez pas l'Alliance comme seulement un club de fabricants, mais au contraire comme un écosystème permettant justement de supporter plusieurs applications et de répondre aux use cases d'aujourd'hui comme de demain. Je vous remercie. Merci beaucoup Rémi pour cette intervention. Je ne sais pas si dans la salle ou en ligne, il y a des questions. Alors, je vois des remarques sur le fait qu'il existe d'autres types d'équipements. Oui. On va vous passer le micro. Juste ma question, c'était, vous avez parlé tout à l'heure des compteurs connectés, des boîtiers de secours connectés. Est-ce que c'est des modules que l'on rajoute sur ce qui est déjà installé ou est-ce qu'il faut tout changer ? Parce que si je précise ma question, je suis vice-président de l'Union des syndicats des grandes copropriétés. Et donc, on a beaucoup de choses qui sont déjà installées dans nos copropriétés. Et à chaque fois qu'on passe en assemblée générale en disant on a un truc super, on vire tout, on met du neuf, on se fait huer et ça passe jamais. Donc, c'est ça qui est très compliqué. Alors que si on arrive avec un module où on peut rajouter des choses, c'est peut-être plus simple. Alors, merci de poser cette question au nom de l'USGC, c'est ça ? Oui. Oui, la réponse en clair, vous pouvez ajouter sur un réseau existant parce que c'est rétrocompatible. L'évolution du standard LoRaWAN le permet. Donc, vous pouvez trouver aujourd'hui des boîtiers de sécurité ou des compteurs d'eau qui vont être certifiés LoRaWAN et qui pourront fonctionner avec votre réseau LoRaWAN. Alors, c'était pas ma question. Ma question, c'était est-ce qu'on peut réutiliser des compteurs et des boîtiers qui sont déjà installés ? Est-ce qu'on peut rajouter un module LoRaWAN dessus ? Ou est-ce qu'on prend le compteur, on le jette et on en met un autre ? Ou est-ce qu'on prend le boîtier de sécurité, on le jette et on en met un neuf ? Alors, pour les compteurs, la réponse est oui encore. Certains compteurs ont des interfaces qui peuvent être optiques ou filaires. Donc, c'est possible de trouver ce qu'on appelle des clip-on qui vont permettre, en tête de lecture, de faire la télétransmission. Parfois, la limite, c'est qu'ils ne seront pas capables de modifier des paramètres. Donc, si on parlait d'un compteur gaz, ce serait plus compliqué. À ma connaissance, je n'ai pas d'exemple concret sur des compteurs gaz. Mais donc, c'est très, très facile de faire du submetering sur des compteurs d'eau existants en trouvant... Alors à chaque fois, ça va être un peu le jeu parce que chaque fabricant va avoir des petits détails. Mais j'ai vu des projets au Moyen-Orient, en Espagne, qui nécessitent le cas. J'ai encore des demandes, par exemple, pour convertir des compteurs qui sont en wireless M-Bus, les convertir en LoRaWAN. Donc on parle de bridge. Donc ces équipements existent.
Quant au boîtier de sécurité, là, il faudrait creuser et on peut, si vous voulez, après regarder plus en détail. On peut regarder après, oui, bien sûr. Merci. Donc, la réponse, c'est ça dépend. Et je crois qu'il faut, pour être tout à fait honnête, c'est ça. Et ça va dépendre. Et dans certains cas, on peut reprendre, dans d'autres, on ne peut pas. Mais effectivement, il y a plein de modules qui existent aujourd'hui dans l'écosystème LoRaWAN pour adresser pas mal de besoins et faire de l'intégration. Après, il y a une solution, c'est utiliser des plateformes pour le faire, mais c'est un autre biais. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans la salle ou... Alors, j'ai une question qui fera une bonne transition peut-être avec la prochaine intervention. Il y a des questions liées à la problématique cyber. Donc la question telle que je la lis, par rapport à l'ANSSI, comment LoRa, donc plutôt LoRaWAN là, en l'occurrence, justifie sa résistance aux attaques cyber? Rémi, je te laisse 2 minutes pour nous développer tout ça. Alors, la réponse n'est pas « ça dépend », mais il y a un Security Work Group qui travaille sur ces sujets, donc qui est capable aussi de prendre en compte s'il y avait des attaques. Aujourd'hui, il n'y a pas de choses publiques qui manifestent des problèmes sur la sécurité. J'ai expliqué qu'au-delà de cela, LoRaWAN est compatible avec, pour l'instant, le CRA et son spectre, mais on sait qu'il va évoluer, on sait qu'il va nécessiter justement des méthodes d'upgrade. Donc, une des recommandations, c'est par exemple de choisir des objets qui puissent recevoir une mise à jour de firmware. Ce n'est pas forcément le cas de tous. Une autre recommandation, c'est évidemment de prendre en compte les recommandations techniques qui sont faites par ce Security Work Group. Il y a eu des méthodes, par exemple, à l'origine de LoRaWAN, OTA, ABP, qui n'étaient pas les mêmes en termes de niveau de sécurité. Donc, comme toute chose égale par ailleurs, les premières années ont été une belle aventure, mais ont nécessité des rectificatifs, donc qui sont advenus. C'est pour ça en fait qu'il va y avoir LoRaWAN 1.2 aussi qui va sortir. Donc à chaque fois, les niveaux, on va dire de protection et de sécurité vont rester toujours fondamentalement les mêmes. On est toujours sur un système à 2 clés de chiffrement, l'une pour l'objet, l'autre pour le réseau. Mais l'Alliance prend en compte les impératifs de sécurité et je l'ai cité sur la cryptographie, ça va être une des évolutions majeures, la crypto-agilité, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui permettra justement de choisir sa propre méthode de chiffrement en dehors de la puce radio. Merci Rémi pour ces explications. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Si? D'accord. Il a décidé de... Il y en a qui se réveillent au dernier moment, mais c'est pas grave. Avec plaisir, ça fait toujours plaisir. Vas-y. Bonjour. En parlant de cybersécurité et de la gestion des clés LoRaWAN, est-ce qu'il est prévu dans le futur d'avoir la capacité sur des produits de changer totalement les jeux de clés et ainsi pouvoir permettre de faire des produits refurbished, donc c'est-à-dire de remettre en circuit chez des clients différents des produits qui ont déjà été installés et sur lesquels on a déjà diffusé les clés? Oui, alors il y a des exemples comme ça de migration d'un réseau à un autre. En France, d'ObjNews vers Netmore. Donc les opérateurs peuvent là-dessus faire peut-être un partage d'expérience. Avec les mêmes clés. Là, je veux changer les clés. Ouais. Sur un refurbish total, en fait, il faudrait faire une nouvelle procédure de join server complète, mais le dev UI, etc., ce sont des choses fixes. Donc, il y aura là-dessus pas de changement. Mais je veux dire, après, je ne suis pas un expert moi-même en sécurité. Quelle serait pour vous la nécessité de faire un refurbish total ? Parce qu'on déploie on vend des milliers de capteurs par an qui, de temps en temps, en fonction des marchés, se retrouvent mis à la poubelle alors que toujours fonctionnels. Et on vient nous racheter exactement les mêmes capteurs pour venir les installer exactement au même endroit, tout simplement parce que les clés ont déjà été diffusées à un client tiers. D'accord, donc ça permettrait un remplacement 1 pour 1. Ok.
Exactement, c'est une problématique de fournisseurs qui laisse la capacité ou non de modifier les clés puisqu'elles sont générées de manière un petit peu arbitraire. Et donc sur les produits Thermocon, il y a la possibilité de changer les clés, au moins le DVUI et le APP-Key, pour que ça puisse correspondre à... Non, les deux peuvent être changés sur le produit, donc on peut le remodifier effectivement après avec l'application qui va avec le produit. Ce qui permet notamment que le fabricant n'ait plus accès aussi aux données du capteur, parce que mine de rien, c'est aussi potentiellement une faille. Donc il y a la possibilité par les clients. Alors après, par contre, une fois que c'est changé, nous, on s'en lève les mains, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne peut plus refournir les bonnes clés ou autres. Voilà. Oui, parce que dans le DVUI, il doit y avoir un identifiant la génération doit dépendre de l'identité du fabricant. Ouais. Voilà.